Le 23 novembre 1994, dans une clairière isolée de la forêt des Vosges, 3 ouvriers forestiers découvrent quelque chose qui fera ressurgir un cauchemar vieux de 27 ans. Sous les racines arrachées d'un chêne centenaire renversé par les tempêtes d'octobre, partiellement enfoui dans un sol gorgé d'eau et de feuilles décomposées, se trouve un fusil de chasse tellement rongé par la rouille qu'il semble faire partie intégrante de la terre elle-même. Ce n'est pas la découverte d'une arme ancienne qui glace le sang des enquêteurs appelés sur place. C'est la position dans laquelle elle a été retrouvée. Le canon, miraculeusement préservé à l'intérieur malgré la corrosion extérieure, pointe vers un angle précis. Les analyses balistiques révéleront plus tard des résidus dans le mécanisme de tir, prouvant que cette arme a été utilisée. Mais ce qui bouleverse véritablement l'enquête, ce sont les traces microscopiques découvertes sur la crosse. Des fragments d'écorce d'arbres incrustés dans le bois décomposé, suggérant que quelqu'un s'est adossé contre un tronc pour viser. Pour viser quoi? Ou plutôt, pour viser qui? Ce fusil appartenait à Marcel Fontaine, l'un des 4 chasseurs qui ont disparu sans laisser de traces en novembre 1967, lors d'une partie de chasse qui aurait dû être ordinaire. Pendant 27 ans, les familles ont vécu avec le mystère de leur évaporation. Accident, attaque animale, fuite collective, maintenant cette arme rouillée murmurait une vérité bien plus sombre. L'un d'eux savait, l'un d'eux était différent, l'un d'eux n'était pas une victime, mais lequel? Et comment un groupe d'amis de longue date, unis par des années de confiance et de tradition, a-t-il pu cacher un traître en son sein? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. La région d'Alsace, avec ses forêts profondes des Vosges, a toujours été une terre de chasseurs. Dans les années 60, la chasse n'était pas simplement un loisir. C'était un pilier de l'identité masculine locale, un rituel qui marquait les saisons et renforçait les liens communautaires. Les villages nichés entre les collines boisées vivaient au rythme de ces traditions séculaires, où les hommes partaient plusieurs jours dans les profondeurs forestières, loin des routes et de la civilisation. Colmar, avec ses 45 000 habitants, en 1967, servait de centre administratif pour une constellation de petites communes environnantes. C'est dans l'une d'entre elles, le village de Münster, que vivaient les 4 hommes dont la disparition allait marquer l'histoire locale pour les décennies à venir. Marcel Fontaine avait 43 ans en novembre 1967. Contremaître dans une usine textile de Colmar, il incarnait la stabilité et le sérieux. Grand, les épaules larges forgées par 25 ans de travail manuel, Marcel possédait cette autorité naturelle qui fait qu'on l'écoute sans qu'il ait besoin d'élever la voix. Son visage anguleux, marqué par les hivers alsaciens, se détendait rarement, sauf lorsqu'il parlait de chasse. C'était sa passion depuis l'adolescence, un héritage transmis par son père et son grand-père. Il organisait les expéditions du groupe depuis 15 ans, planifiait les itinéraires, vérifiait l'équipement, prenait les décisions. Marié à Élise, institutrice respectée du village, il était père de 2 enfants. Thomas, 17 ans, qui venait de commencer son service militaire, et Sophie, 14 ans, élève brillante au lycée de Colmar. Claude Mercier, 38 ans, exerçait comme médecin généraliste à Münster depuis 10 ans. Originaire de Strasbourg, il avait choisi de s'installer dans ce village plus petit pour fuir l'agitation urbaine. Mince, avec des lunettes à monture épaisse typiques de l'époque et des cheveux châtains soigneusement peignés, Claude apportait au groupe une touche d'intellectualisme que les autres appréciaient. Il citait volontiers des poètes alsaciens, discutait de politique nationale avec nuance, mais savait aussi rire des blagues grivoises autour du feu de camp. Célibataire, il consacrait ses week-ends libres à la chasse avec Marcel et les autres, ayant trouvé dans ce groupe une famille de substitution. Son cabinet médical, situé dans une maison traditionnelle à Colombage, sur la place principale, était le cœur battant du village, où affluaient les confidences autant que les maux physiques.
André Gauthier, 45 ans, tenait la quincaillerie familiale sur la rue principale de Münster, depuis la mort de son père en 1954. Robuste, avec un début de bedaine et des mains calleuses, marquées par des années de manipulation d'outils et de matériaux, André était l'homme vers qui on se tournait pour réparer n'importe quoi. Son magasin, un bâtiment aux murs épais qui sentait perpétuellement l'huile de lin et le métal, servait aussi de lieu de rassemblement masculin où l'on échangeait des nouvelles en achetant des clous ou de la peinture. Marié à Marguerite, il avait 3 filles, ce qui le faisait souvent plaisanter amèrement sur l'absence d'héritier pour reprendre le commerce. La chasse représentait pour lui un refuge masculin, un espace où il pouvait échapper aux dynamiques féminines de sa maisonnée et retrouver une certaine fierté traditionnelle. Henri Lavigne, 41 ans, était le membre le plus récent du groupe, intégré seulement 3 ans auparavant. Professeur d'histoire au lycée de Colmar, il habitait une petite maison en location à la périphérie de Münster. Plus réservé que les autres, Henri lisait énormément, collectionnait les cartes anciennes de la région et passait ses soirées à étudier l'histoire locale. Son arrivée dans le groupe avait été facilitée par Claude, qui le soignait pour des migraines chroniques et avait remarqué leur passion commune pour la région. Célibataire, lui aussi, Henri semblait parfois mal à l'aise dans les échanges virils du groupe, mais sa connaissance approfondie de la forêt, de ses chemins oubliés et de ses particularités géographiques en faisait un membre précieux. Il possédait une collection impressionnante de cartes topographiques annotées, certaines datant du XIXe siècle, qu'il consultait religieusement avant chaque expédition. Ces 4 hommes formaient un groupe soudé par des années de sorties communes. Chaque automne, après la vendange et avant les premières neiges sérieuses, ils partaient pour une expédition de 3 ou 4 jours dans les parties les plus reculées de la forêt des Vosges. Ils connaissaient les sentiers secrets, les clairières cachées, les meilleurs postes d'observation. Leurs familles acceptaient ces absences comme des rituels immuables, aussi prévisibles que les cloches de l'église sonnant les heures. La forêt des Vosges, en novembre 1967, était encore un territoire véritablement sauvage. Les hectares les plus profonds, loin des chemins forestiers accessibles aux véhicules, abritaient une nature préservée où l'homme moderne avait peu pénétré. Les sapins serrés filtraient la lumière même en journée, créant un crépuscule permanent sous leurs branches. Le sol était couvert d'une épaisse couche de mousse et d'aiguilles accumulées pendant des décennies. Des ruisseaux gelés serpentaient entre les rochers couverts de lichen. Dans cette immensité verte et silencieuse, 4 hommes pouvaient disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Le vendredi 22 novembre 1967, le ciel au-dessus de Münster était d'un gris uniforme, chargé de l'humidité qui précède la neige. La température oscillait autour de 3 degrés Celsius. Marcel Fontaine s'était levé à 5 heures du matin comme prévu. Dans la cuisine faiblement éclairée par une ampoule nue, Élise lui avait préparé du café et des tartines beurrées en silence. Après 20 ans de mariage, certains rituels ne nécessitaient plus de mots. À 6 heures précises, Marcel chargeait son équipement dans sa Peugeot 403 beige. Son fusil Vernet Caron calibre 12, sa gibecière en cuir soigneusement huilé, un sac à dos contenant des vêtements de rechange, des provisions pour 4 jours, une gourde remplie de schnapps maison, une boussole, des allumettes dans une boîte étanche et sa carte topographique annotée de la région. Il vérifiait chaque élément méthodiquement, une habitude forgée par des années d'expérience où un oubli pouvait transformer un désagrément en danger. Claude Mercier fut le premier à arriver au point de rendez-vous devant la quincaillerie d'André, à 6h15. Il conduisait une Citroën DS noire, cadeau qu'il s'était offert l'année précédente et dont il était visiblement fier. Son équipement était plus neuf, plus soigné que celui des autres, reflétant son statut de médecin et son arrivée relativement récente dans la tradition de la chasse. André descendit de chez lui à 6h20, portant son vieux fusil robuste, qui avait appartenu à son père, une arme lourde mais fiable qu'il refusait de remplacer par sentimentalisme. Henri Lavigne arriva le dernier à 6h32, au volant d'une Renault 4L déglinguée qui crachait une fumée bleue inquiétante.
Il s'excusa du retard, expliquant qu'il avait dû finir de corriger des copies jusqu'à tard dans la nuit. Marcel fit un commentaire sec sur la ponctualité, mais sans véritable animosité. C'était leur dynamique habituelle. Marcel menait, les autres suivaient. Ils prirent 2 véhicules. Marcel et Claude dans la Peugeot, André et Henri dans la Citroën d'André, une camionnette Citroën HX qu'il utilisait pour les livraisons du magasin. Le trajet jusqu'au début du sentier forestier qu'il comptait emprunter prenait environ 1h30. Il roulait vers le sud-ouest, s'enfonçant progressivement dans les collines boisées, traversant des villages de plus en plus petits et espacés. Sulzeren, Stosswir, puis des hameaux dont les noms n'apparaissaient même pas sur certaines cartes. Le point de départ choisi par Marcel cette année était un ancien chemin forestier partiellement effondré, marqué sur ses cartes mais rarement utilisé. Selon ses calculs, il leur donnerait accès à une zone particulièrement giboyeuse que peu de chasseurs fréquentaient à cause de la difficulté d'accès. Henri avait confirmé l'intérêt du secteur en consultant ses cartes anciennes, qui montraient que cette région avait autrefois abrité plusieurs fermes isolées, abandonnées au début du siècle, mais dont les clairières artificielles persistaient, attirant le gibier. Ils arrivèrent au point de départ à 8h10. L'endroit n'avait rien de remarquable. Une petite aire de terre battue où le chemin forestier carrossable se terminait, bordé de sapins denses. Quelques traces de pneus anciennes, à moitié effacées par les pluies, indiquaient que d'autres véhicules s'étaient garés là auparavant, mais probablement pas récemment. L'air sentait la résine et la terre humide. Un brouillard léger flottait entre les arbres. Madame Jeanne Schultz, 82 ans, qui vivait dans une ferme isolée à environ 3 kilomètres du point de départ, les aperçut passer vers 8h. Elle se souvenait parfaitement de la camionnette grise d'André parce qu'elle pensait commander des fournitures à son magasin la semaine suivante. Elle nota mentalement qu'il était encore allé chasser, probablement pour plusieurs jours comme d'habitude. Cette observation anodine deviendrait cruciale lorsque l'enquête tenterait d'établir le dernier moment où les 4 hommes avaient été vus vivants. À 8h30, selon le plan établi par Marcel, ils commencèrent leur marche. Le sentier initial était relativement clair, marqué par des passages antérieurs et des balises forestières occasionnelles. Ils avançaient en file indienne, Marcel en tête, suivi de Claude, puis André et Henri fermant la marche. Chacun portait environ 15 kg d'équipement. La conversation était sporadique, économisant le souffle pour la marche en terrain accidenté. Vers 10h, ils atteignirent une première clairière où Marcel décida de faire une pause. Ils burent du café d'un thermos, mangèrent du pain et du fromage. André sortit une flasque de schnapps qu'il fit circuler. Henri consulta ses cartes, confirmant qu'il suivait bien l'itinéraire prévu. Claude plaisanta sur la forme physique d'André, qui avait soufflé plus bruyamment que les autres pendant la montée. L'atmosphère était détendue, fraternelle, exactement comme lors de leurs dizaines de sorties précédentes. À 10h45, ils reprirent la marche. Le terrain devenait plus difficile, avec des pentes plus raides et des passages rocheux nécessitant de l'attention. La forêt se densifiait, les sapins se resserraient, filtrant davantage la lumière déjà faible de cette journée nuageuse. Le silence naturel de la forêt s'installait. Ce silence particulier où chaque bruit prend une ampleur démesurée. Une branche qui craque, un oiseau qui s'envole, le souffle des hommes qui s'amplifie dans l'air froid. Selon le plan de Marcel, ils devaient atteindre leur camp de base vers 15h. Il s'agissait d'une clairière qu'il avait repérée lors d'une expédition précédente, suffisamment grande pour installer des tentes, avec un ruisseau à proximité et une bonne visibilité sur les alentours. De là, ils rayonneraient pendant 3 jours, chassant le sanglier, le chevreuil et peut-être le cerf si la chance leur souriait. Mais ils n'atteindraient jamais ce camp de base. Ce qui se passa exactement entre 10h45 et le moment où ils cessèrent d'exister en tant que groupe reste, à ce jour, l'objet de reconstitution et d'hypothèses. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'aucun des 4 hommes ne revint jamais par le chemin qu'ils avaient emprunté. Aucun ne donna signe de vie. Aucun ne réapparut dans sa famille, son travail, sa vie quotidienne.
Le dimanche 24 novembre au soir, lorsque Marcel et les autres auraient normalement dû rentrer, Élise Fontaine commença à s'inquiéter. Il était 19 heures, la nuit était tombée depuis 2 heures, et aucune nouvelle. Elle téléphona chez André. Marguerite Gauthier lui apprit qu'elle n'avait pas eu de nouvelles non plus. Un malaise s'installa, encore léger mais tangible. Les hommes avaient déjà été en retard auparavant. Une chasse fructueuse ou un chemin plus long que prévu pouvait expliquer quelques heures de décalage. Mais pas au-delà de 21 heures, l'heure limite que Marcel s'imposait toujours pour rentrer. À 22 heures, quand il devint évident que quelque chose d'anormal s'était produit, Élise contacta la gendarmerie de Colmar. Le gendarme de permanence, sergent Louis Keller, prit note de la déclaration mais expliqua qu'il fallait attendre le lendemain matin pour organiser des recherches. Dans l'obscurité totale d'une forêt dense, chercher 4 personnes était non seulement inutile, mais dangereux. Il promit qu'une équipe partirait à l'aube. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Elle resta assise dans la cuisine, fixant la porte d'entrée, sursautant à chaque bruit. À côté d'elle, Sophie pleurait silencieusement. Dans sa chambre, la lettre récente de Thomas, envoyée de sa caserne militaire en Allemagne, était posée sur la table de nuit. Il racontait sa formation, demandait des nouvelles de la famille, mentionnait qu'il serait en permission pour Noël. Élise se demandait comment elle pourrait lui annoncer ce qui était en train de se passer. Le lundi 25 novembre à 7 heures du matin, une équipe de 10 gendarmes, accompagnée de volontaires locaux, incluant plusieurs chasseurs expérimentés, partit vers le point où les véhicules avaient été laissés. Ils les trouvèrent exactement comme Marcel et les autres les avaient garés. La Peugeot de Marcel et la camionnette d'André, côte à côte, légèrement couvertes par la rosée nocturne. Les portières étaient verrouillées. Aucun signe de lutte ou d'effraction. À l'intérieur, les effets personnels laissés par les chasseurs. Des vestes de rechange, des provisions non périssables. Les clés étaient dans les poches de Marcel et André. L'équipe de recherche s'enfonça dans la forêt, en suivant le sentier que les 4 hommes avaient normalement dû emprunter. Les traces étaient difficiles à distinguer, plusieurs jours et des pluies intermittentes ayant effacé la plupart des empreintes. Vers 11 heures, ils découvrirent la première clairière où les chasseurs avaient fait leur pause matinale. Des mégots de cigarettes, une bouteille thermos vide laissée contre un rocher, quelques miettes de pain. Des signes de présence humaine récente, mais rien d'inquiétant. Ils continuèrent, progressant lentement, appelant les noms des disparus, tirant des coups de feu en l'air, selon le code traditionnel de détresse en forêt. Le silence de la forêt absorbait leurs appels sans écho. L'après-midi s'écoula sans nouvelles découvertes significatives. À 17 heures, avec la lumière déclinante, ils durent abandonner les recherches pour la journée, marquant leur progression pour reprendre le lendemain. Les jours suivants amenèrent davantage de questions que de réponses. Des équipes plus importantes, incluant des chiens de recherche et des bénévoles des villages environnants, ratissèrent méthodiquement la zone. Le mercredi 27 novembre, ils trouvèrent quelque chose qui glaça les enquêteurs, un campement abandonné à environ 8 kilomètres du point de départ, dans une clairière différente de celle que Marcel avait prévu d'atteindre. 2 tentes avaient été montées, mais de façon désordonnée, comme dans la précipitation. Des provisions étaient éparpillées, des boîtes de conserve ouvertes, mais à peine entamées, du pain moisi, une gourde renversée. Plus troublante encore, 3 fusils étaient appuyés contre des arbres, leurs canons pointés vers le sol. 3, pas 4. Les armes furent identifiées. Celle de Claude Mercier, celle d'André Gauthier et celle d'Henri Lavigne. Le fusil Vernet-Caron de Marcel Fontaine manquait. Les sacs à dos des 4 hommes n'étaient là, certains ouverts, leur contenu partiellement dispersé, comme si quelqu'un avait fouillé dedans, à la hâte. Des vêtements de rechange, des cartes, des allumettes, des provisions, mais aucun signe des hommes eux-mêmes, aucune trace de lutte visible, aucun sang, aucun indice suggérant une attaque animale ou un accident. Les spécialistes qui examinèrent le campement notèrent plusieurs anomalies. D'abord, son emplacement ne correspondait pas à celui prévu par Marcel, selon les témoignages d'Élise. Pourquoi avait-il changé de destination? Ensuite,
Les tentes avaient été montées, mais jamais réellement utilisées. Pas de duvet déplié à l'intérieur, pas de traces d'occupation nocturne. Enfin, la disposition des objets suggérait un départ précipité, mais dans quelle direction et pourquoi? Les chiens de recherche mis sur les lieux le jeudi perdirent toute trace au-delà du campement. Ils tournaient en rond, incapables de fixer une direction. C'était comme si les 4 hommes s'étaient volatilisés depuis cet endroit précis. Les maîtres chiens, pourtant expérimentés, n'avaient jamais vu leurs animaux si désorientés. L'enquête officielle, menée par le lieutenant George Hoffman de la gendarmerie de Colmar, explora méthodiquement toutes les hypothèses. Accident collectif? Mais où étaient les corps? Attaque d'animal sauvage? Les ours avaient disparu de la région depuis des décennies, et même un sanglier blessé n'aurait pas pu maîtriser 4 hommes armés. Désorientation et mort par hypothermie? Possible, mais pourquoi avoir abandonné le campement et les fusils? Conflit interne au groupe? Aucun témoignage ne suggérait la moindre animosité entre les 4 hommes. Les interrogatoires des proches ne révélèrent rien de suspect. Élise Fontaine décrivit Marcel comme un homme stable, responsable, profondément attaché à sa famille. Marguerite Gauthier confirma qu'André était excité par cette sortie comme toutes les précédentes. Les patients de Claude Mercier le décrivaient comme un médecin dévoué, sans problème apparent. Les collègues d'Henri Lavigne au lycée le trouvaient discret mais compétent, sans comportement inquiétant. Les comptes bancaires des 4 hommes furent vérifiés. Aucun retrait suspect, aucune dette cachée, aucun mouvement financier anormal. Marcel avait 730 francs sur son compte d'épargne. Claude, plus aisé, possédait 3200 francs. André avait des finances serrées mais stables, liées au commerce. Henri vivait modestement avec son salaire d'enseignant. Les théories proliférèrent dans la communauté. Certains parlaient d'un règlement de compte lié à un secret inavouable. D'autres évoquaient un pacte suicidaire, bien que cela semblât absurde pour des hommes sans signe de détresse psychologique. Les plus superstitieux mentionnaient des légendes locales sur des parties maudites de la forêt, des récits anciens de chasseurs disparus que la montagne gardait. Mais ce n'étaient que des murmures, des tentatives désespérées de donner du sens à l'incompréhensible. Le mois de décembre passa. Les recherches continuèrent de façon sporadique, limitées par la neige qui commençait à recouvrir la forêt. En janvier, elles furent officiellement suspendues, bien que non closes. Le dossier resta ouvert, classé parmi les affaires non résolues. Les familles organisèrent des cérémonies commémoratives sans corps à enterrer, un deuil inachevé qui hanterait leur vie pendant des décennies. Les années qui suivirent, le 22 novembre 1967, transformèrent irrémédiablement les vies de ceux qui étaient restés. La disparition des 4 chasseurs laissa un vide béant, non seulement dans leur famille, mais dans toute la communauté de Münster. Élise Fontaine vieillit de 10 ans en quelques mois. À 39 ans, elle se retrouva dans un statut juridique et émotionnel ambigu, ni veuve, ni épouse. Marcel n'était pas mort officiellement, simplement disparu. Cette distinction bureaucratique compliquait tout, des questions d'héritage aux allocations, du statut administratif de Sophie à ses propres droits en tant que femme. Elle continua d'enseigner à l'école primaire, trouvant dans la routine et les enfants une forme de thérapie. Mais son sourire, selon les villageois, ne revint jamais complètement. Thomas, le fils, obtint une permission spéciale de son régiment pour rentrer en décembre. À 17 ans, il dut assumer des responsabilités d'homme qu'il n'était pas préparé à porter. Il termina son service militaire en 1968, revint à Münster et prit un emploi à l'usine textile où son père avait travaillé. Certains collègues plus âgés le regardaient avec une pitié qui le mettait en colère. Il refusa toujours de parler de son père au passé, s'accrochant à une possibilité statistiquement absurde de retour. Sophie, 14 ans lors de la disparition, développa une anxiété chronique qui affecta ses études. Elle, qui était première de sa classe, commença à avoir des notes moyennes. Elle scrutait compulsivement les visages dans la rue, cherchant celui de son père. La nuit, elle rêvait qu'il rentrait, couvert de boue forestière, et expliquait qu'il s'était simplement perdu.
Au réveil, la réalité la frappait comme une gifle renouvelée chaque matin. Marguerite Gauthier dut reprendre la quincaillerie d'André. Elle, qui n'avait jamais travaillé dans le commerce, apprit sur le tas, aidée par les 3 filles et par la solidarité villageoise. Les clients venaient autant par sympathie que par besoin. Le magasin devint un lieu de mémoire tacite, où personne ne mentionnait André directement, mais où sa présence fantomatique occupait chaque recoin. Marguerite refusa toujours de changer l'enseigne ou de moderniser la devanture, comme si modifier quoi que ce soit trahissait l'espoir du retour. Les 3 filles d'André, âgées de 16, 13 et 9 ans en 1967, réagirent chacune différemment. L'aînée, Véronique, devint farouchement indépendante, rejetant tout apitoiement. Catherine, la cadette, se renferma dans un silence quasi total pendant 2 ans. La plus jeune, Monique, développa une peur panique de la forêt qui persista à l'âge adulte. Le cabinet médical de Claude Mercier fut fermé pendant plusieurs semaines, avant qu'un médecin remplaçant de Colmar accepte de venir 2 fois par semaine. Le village, qui comptait sur Claude comme unique praticien, se sentit doublement orphelin. Les patients âgés, pour qui il était devenu un confident autant qu'un soignant, erraient perdus. Certains allaient frapper à la porte close de son cabinet, oubliant ou refusant d'accepter qu'il n'ouvrirait plus. Sa sœur, Paulette Mercier, qui vivait à Strasbourg, vint régler ses affaires. Elle découvrit un homme apparemment sans secret, des livres bien rangés, des dossiers médicaux méticuleux, des finances simples. Elle trouva aussi des dizaines de lettres qu'elle lui avait écrites au fil des ans, toutes soigneusement conservées et classées par date, révélant un homme plus sentimental qu'il ne le laissait paraître. Dans son dernier journal, datant de la veille du départ, Claude avait écrit « Encore une expédition avec les amis. La forêt m'appelle toujours autant. » Rien qui suggéra la prémonition d'un désastre. Henri Lavigne laissa le moins de traces personnelles. Sans famille proche, sa maison louée fut vidée par son propriétaire après quelques mois. Le lycée récupéra ses affaires professionnelles. Mais sa collection de cartes anciennes, cette passion qu'il avait définie, resta en grande partie dans sa maison jusqu'à ce que le nouveau locataire, en 1969, la découvre dans le grenier. Ne sachant qu'en faire, il la donna au musée local d'Unterlinden, à Colmar, où elle fut cataloguée et oubliée dans les archives. Dans le village, la disparition créa une fracture invisible mais profonde. Les conversations se taisaient quand certaines personnes entraient dans une pièce. Les regards évitaient les épouses et les enfants des disparus, non par cruauté, mais par incapacité à trouver les mots justes. Comment demander des nouvelles quand il n'y en a jamais ? Comment compatir à un deuil qui ne peut pas être officiellement reconnu? Le groupe de chasse, tradition masculine centrale du village, se désintégra. Les autres chasseurs locaux continuèrent leur sortie, mais l'enthousiasme était teinté de malaise. La forêt elle-même sembla changer dans l'imaginaire collectif, moins accueillante, plus menaçante. Les parents interdirent aux enfants de s'aventurer trop loin, sur les sentiers. Des histoires se répétaient, transformant progressivement la disparition en légende locale. En 1970, 3 ans après les faits, l'avocat d'Élise Fontaine entama une procédure pour faire déclarer Marcel légalement décédé. La loi française exigeait normalement 10 ans d'absence, mais dans des circonstances exceptionnelles, ce délai pouvait être raccourci. Le juge accepta la requête en 1973, 6 ans après la disparition. Ce fut un soulagement administratif, mais une déchirure émotionnelle. Accepter légalement la mort de Marcel, c'était abandonner l'espoir. Les 3 autres familles suivirent le même processus. En 1974, les 4 hommes étaient officiellement déclarés morts, disparus dans des circonstances inconnues. Les actes de décès mentionnaient la date présumée du 22 novembre 1967, l'endroit comme forêt des Vosges, secteur indéterminé, et la cause comme disparition inexpliquée, présumée accidentelle. Des cérémonies commémoratives eurent lieu. L'église de Münster organisa une messe collective. Le maire fit installer une plaque discrète sur le mur de la mairie, listant les 4 noms avec l'inscription « Disparu en forêt, novembre 1967 ». La vie continua.
comme elle continue toujours, mais avec une ombre permanente. Thomas Fontaine se maria en 1975 avec une jeune femme de Colmar, Christine. Ils eurent leur premier enfant, un garçon qu'ils nommèrent Marcel, en 1976. Élise pleura en tenant son petit-fils, voyant dans ses traits naissants un écho fantomatique du père disparu. Sophie, elle, quitta l'Alsace en 1977 pour étudier à Paris, cherchant peut-être à mettre une distance physique avec le trauma géographiquement ancré. Marguerite Gauthier tint la quincaillerie pendant 15 ans avant de la vendre en 1982. L'acheteur changea le nom, modernisa l'intérieur, installa des néons fluorescents qui effacèrent les dernières traces de l'époque d'André. Marguerite déménagea chez sa fille aînée à Mulhouse, quittant définitivement Münster et ses fantômes. Au fil des années, l'affaire devint une référence locale, le genre de mystère qu'on évoque lors de soirées, qu'on raconte aux nouveaux arrivants comme une curiosité historique. Les détails se déformèrent légèrement à chaque récit. Certains affirmaient que 5 hommes avaient disparu, d'autres que c'étaient 6. Quelques versions parlaient de traces de sang retrouvées, éléments totalement inventés. La mémoire collective transformait l'événement réel en folklore. L'enquête officielle, techniquement toujours ouverte, stagna complètement. Le lieutenant Hoffmann prit sa retraite en 1975. Son successeur hérita du dossier, mais n'avait aucune piste nouvelle à explorer. Les témoins vieillissaient, les souvenirs s'estompaient. Les technologies d'investigation de l'époque, limitées, ne pouvaient plus rien apporter sans éléments nouveaux. Le dossier rejoignit les archives, consulté occasionnellement par des chercheurs ou des journalistes locaux, rédigeant des articles sur les mystères régionaux non résolus. Mais dans un coin reculé de la forêt des Vosges, sous des couches croissantes de feuilles mortes, de mousse et d'humus, un fusil rouillé attendait. Il attendait les tempêtes d'octobre 1994. Il attendait que la nature elle-même révèle ce que les hommes n'avaient pas su trouver. L'automne de 1994 fut particulièrement violent dans les Vosges. Octobre apporta une série de tempêtes atlantiques qui balayèrent l'est de la France avec une intensité rare. Les vents dépassèrent régulièrement les 100 km/h, arrachant des tuiles, renversant des arbres centenaires, créant des ravages dans les forêts alsaciennes. L'Office national des forêts, responsable de la gestion forestière, organisa des équipes d'intervention dès le début novembre pour évaluer et nettoyer les dégâts. Des hectares entiers de forêt ressemblaient à un champ de bataille. Arbres déracinés gisant en travers des sentiers, branches cassées formant des enchevêtrements impénétrables, le sol bouleversé par la violence du vent et des pluies diluviennes qui avaient suivi. Le 23 novembre, une équipe de 3 ouvriers forestiers fut envoyée dans un secteur particulièrement touché, situé à environ 12 km au sud-ouest de Münster. Il s'agissait d'une zone peu fréquentée, loin des sentiers de randonnée principaux, accessible seulement par un ancien chemin forestier caouteux. L'équipe comprenait Alain Zimmermann, 52 ans, chef d'équipe avec 30 ans d'expérience, Pascal Weiss, 34 ans, bûcheron, et Julien Bartholdi, 26 ans, le plus jeune, embauché seulement 2 ans auparavant. Ils arrivèrent sur le site vers 8h30, dans un brouillard matinal qui rendait la forêt encore plus spectrale. Leur mission était d'évaluer les arbres tombés, marquer ceux qui devaient être découpés et évacués, et repérer les zones dangereuses où d'autres arbres fragilisés risquaient de tomber. C'était un travail méthodique, physique, qui nécessitait attention et prudence. La zone assignée couvrait environ 50 hectares. Ils progressaient lentement, Alain notant sur son carnet les références géographiques et l'état des dégâts. Vers 10h45, Pascal remarqua un chêne particulièrement imposant, probablement âgé de 150 ans, qui avait été complètement arraché. Ses racines formaient un disque vertical de terre et de roches de plus de 3 mètres de diamètre. La chute avait créé un cratère impressionnant, exposant un sol qui n'avait pas vu la lumière depuis des décennies, peut-être des siècles.
Julien s'approcha du cratère pour en mesurer la profondeur, une information nécessaire pour planifier les travaux de remise en état. C'est en descendant prudemment dans le trou, agrippant les racines exposées pour ne pas glisser, qu'il vit quelque chose qui n'avait rien de naturel. Au fond, partiellement recouvert de boue et de débris végétaux, émergeait un objet métallique allongé. « Hé, il y a quelque chose ici !» cria-t-il. Alain et Pascal le rejoignirent. Avec précaution, ils dégagèrent la boue. L'objet se révéla être un fusil de chasse, dans un état de corrosion avancée. La crosse en bois était presque entièrement décomposée, fusionnant avec le sol environnant. Le métal du canon et du mécanisme était rongé par la rouille, teinté d'orange et de brun, mais la forme générale restait reconnaissable. Les trois hommes échangèrent des regards perplexes. Trouver un fusil abandonné en forêt n'était pas totalement inhabituel. Des chasseurs perdaient ou oubliaient parfois du matériel, mais celui-ci était manifestement là depuis très longtemps. Trop longtemps pour être un simple oubli récent. Alain, avec l'instinct né de décennies d'expérience forestière, ressentit immédiatement que cette découverte dépassait leurs compétences. Il prit la décision de ne pas toucher l'arme davantage et de contacter les autorités. À cette époque, bien avant les téléphones portables généralisés, cela signifiait retourner au camion, situé à 40 minutes de marche, où une radio permettait de communiquer avec le bureau régional de l'ONF à Colmar. À 13 heures, la gendarmerie de Colmar reçut l'appel. L'adjudant-chef Bernard Schneider, qui coordonnait les affaires criminelles pour le secteur, décida d'envoyer immédiatement une équipe. Ce qui aurait pu être traité comme un incident mineur prenait une dimension différente. Un fusil si profondément enfoui suggérait soit un événement très ancien, soit un enfouissement volontaire. L'équipe de gendarmerie, accompagnée du médecin légiste de garde, arriva sur les lieux vers 15 heures. La lumière de l'après-midi de novembre était déjà déclinante, obligeant à travailler rapidement. Ils installèrent un périmètre de sécurité autour du cratère, prirent des photographies sous tous les angles, puis entreprirent l'extraction minutieuse de l'arme. Le fusil fut retiré avec d'infinies précautions, emballé dans des protections pour préserver tout indice potentiel malgré l'état de dégradation. Ce n'est qu'une fois à la lumière, nettoyé superficiellement de la boue qui le recouvrait, que des détails troublants devinrent visibles. D'abord, sur ce qui restait de la crosse, partiellement préservée par son enfouissement, des gravures étaient encore lisibles sous la loupe. 3 lettres, MF. Ensuite, l'orientation de l'arme dans le sol. Le canon pointait selon un angle spécifique, pas vers le haut ou le bas, comme on l'attendrait d'un fusil tombé accidentellement, mais horizontalement, comme si quelqu'un l'avait positionné délibérément. Le médecin légiste, Dr François Müller, examina l'arme sur place. Son observation la plus déconcertante concernait la crosse. Incrustée dans le bois décomposé, il identifia des fragments d'écorce d'arbres, spécifiquement d'épicéa, pressés dans les fibres comme si la crosse avait été appuyée fermement contre un tronc. Cette disposition suggérait une position de tir stable, quelqu'un prenant le temps de viser soigneusement. De retour au laboratoire de la gendarmerie, l'arme fut analysée plus en profondeur. Les initiales Monsieur F déclenchèrent une recherche dans les archives. Les fichiers de permis de chasse pour la région alsacienne des années 60 furent consultés. Plusieurs Marcel, Maurice et Michel, avec des noms commençant par F, émergèrent, mais un nom réveilla une mémoire institutionnelle endormie. Marcel Fontaine. L'adjudant-chef Schneider, 57 ans, avait été jeune gendarme en 1967. Il se souvenait vaguement de l'affaire des 4 chasseurs disparus, un cas qui avait marqué la région, mais qu'il n'avait pas personnellement traité. Il consulta les archives et exhuma le dossier poussiéreux, classé depuis 27 ans. La lecture du dossier provoqua un choc. Le fusil Vernet-Caron calibre 12 de Marcel Fontaine était le seul des 4 armes qui n'avait jamais été retrouvé lors des recherches initiales. Les 3 autres fusils avaient été trouvés au campement abandonné. Mais celui de Marcel manquait. Détail étrange qui avait intrigué les enquêteurs de l'époque sans qu'ils puissent l'expliquer. La coïncidence de la localisation était également troublante.
Le cratère où le fusil avait été découvert se situait à environ 2 kilomètres du campement abandonné trouvé en 1967, dans une direction que les recherches de l'époque n'avaient que superficiellement explorée, la densité forestière et l'absence de traces ayant découragé les investigations poussées dans ce secteur. Le 28 novembre 1994, le capitaine de gendarmerie Laurent Dumas prit la décision de rouvrir officiellement l'enquête sur la disparition de 1967. À 52 ans, Dumas était un officier méthodique, proche de la retraite, qui voyait dans cette affaire une opportunité de clore un mystère historique. La première étape fut de contacter les familles survivantes. Élise Fontaine, désormais âgée de 66 ans, reçut l'appel avec un mélange de choc et d'incrédulité. 27 ans après avoir accepté la mort de son mari, la blessure se rouvrait brutalement. Thomas, devenu père de famille, ressentit une colère sourde. Pourquoi maintenant? Pourquoi réveiller des douleurs qu'on avait appris à vivre? Marguerite Gauthier, vivant à Mulhouse, éclata en sanglots au téléphone. Pour elle, la découverte ranimait non seulement le chagrin, mais aussi les questions sans réponse qu'il avait hantées pendant près de 3 décennies. Où était André? Comment était-il mort? Avait-il souffert? Les descendants de Claude Mercier et d'Henri Lavigne furent également contactés, bien que moins directement impliqués émotionnellement après tant d'années. Paulette Mercier, la sœur de Claude, avait 73 ans et vivait toujours à Strasbourg. Elle accepta de coopérer avec l'enquête, bien qu'elle ne se faisait aucune illusion sur la possibilité de comprendre vraiment ce qui s'était passé après tant de temps. Le capitaine Dumas organisa une nouvelle fouille approfondie de la zone où le fusil avait été découvert. Une équipe de 15 personnes, incluant des gendarmes, des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains et des experts forensiques, ratissa méthodiquement un rayon de 500 mètres autour du cratère. Les jours passaient sans découverte majeure. Puis le 3 décembre, à environ 80 mètres du lieu où le fusil avait été trouvé, dans un ravin peu profond, masqué par des années de végétation accumulée, un chien signala quelque chose. Les enquêteurs dégagèrent prudemment les couches de feuilles mortes et de terre. Ce qu'ils découvrirent glaça même les membres les plus expérimentés de l'équipe. Les restes humains étaient dans un état de décomposition avancée, presque squelettique, après 27 ans d'exposition aux éléments forestiers. Mais il y en avait plus d'un, beaucoup plus. Les premières estimations suggéraient 3 corps, enchevêtrés dans une disposition chaotique au fond du ravin. Le site fut immédiatement classé comme scène de crime. Un périmètre de sécurité élargi fut établi. L'équipe forensique de Strasbourg fut appelée en renfort. Pendant 3 jours, dans le froid de décembre, qui menaçait de transformer la zone en bourbier gelé, les experts travaillèrent méticuleusement pour exhumer les restes, photographier chaque élément in situ, collecter tout indice potentiel. L'analyse préliminaire, menée sur place par le docteur Müller et confirmée plus tard au laboratoire, révéla des détails qui transformèrent radicalement la nature de l'affaire. Les 3 squelettes présentaient des traumatismes évidents. Le premier crâne montrait une fracture importante à l'arrière, compatible avec un impact violent d'objets contondants. Le deuxième squelette avait des côtes fracturées du côté gauche, suggérant un coup puissant au thorax. Le troisième présentait des traces sur les vertèbres cervicales qui, bien que difficiles à interpréter après tant de temps, évoquaient un traumatisme au cou. Aucune trace de balle ne fut identifiée dans les restes. Ceci était significatif. Malgré la présence du fusil de Marcel et des 3 autres armes retrouvées au campement, aucun des hommes n'était mort par arme à feu. Les blessures suggéraient plutôt une attaque rapprochée, brutale, utilisant des objets contondants ou les mains nues. L'identification formelle des corps nécessita plusieurs semaines. En 1994, l'analyse ADN existait, mais restait coûteuse et complexe. On utilisa d'abord des méthodes plus traditionnelles, dentition, reconstitution faciale approximative à partir des crânes, taille estimée des squelettes et objets personnels trouvés avec les restes. Un portefeuille en cuir, miraculeusement préservé dans une poche intérieure d'un vêtement décomposé, contenait une carte d'identité presque illisible, mais dont le nom, Gauthier, était encore partiellement visible.
Une alliance en or, gravée à l'intérieur des initiales CM. Claude Mercier. Une montre bracelet arrêtée, la date visible sur le cadran indiquant le 22 novembre. Les analyses dentaires, confrontées aux dossiers médicaux conservés, confirmèrent les identités. André Gauthier, Claude Mercier et Henri Lavigne. 3 des 4 disparus. Mais où était Marcel Fontaine? Cette absence soulevait une question vertigineuse. Le fusil de Marcel avait été trouvé à proximité, positionné d'une manière suggérant un usage délibéré. Les 3 autres étaient morts de traumatismes violents. La conclusion s'imposait avec une logique implacable mais terrifiante. Marcel Fontaine n'était pas une victime. Il était le responsable. Le capitaine Dumas convoqua une réunion avec son équipe le 15 décembre. Autour de la table, dans la salle de briefing de la gendarmerie de Colmar, les pièces du puzzle commençaient à former une image cohérente, mais dérangeante. Nous devons considérer sérieusement l'hypothèse suivante, commença Dumas, sa voix grave résonnant dans le silence attentif. Marcel Fontaine a tué les 3 autres hommes dans cette forêt en novembre 1967. Il a ensuite disparu, probablement mort lui aussi quelque part dans la forêt, mais nous n'avons pas encore localisé son corps. L'adjudant-chef Schneider, qui avait vécu l'enquête originale de loin, secoua la tête avec incrédulité. Mais pourquoi? Marcel était décrit comme un homme responsable, un père de famille stable. Quel motif aurait-il eu pour massacrer ses amis de longue date? C'était la question centrale. Et pour y répondre, Dumas savait qu'il devait plonger dans le passé, réinterroger les témoignages anciens avec un regard neuf, chercher les fissures dans l'image parfaite que Marcel avait projetée. L'équipe entreprit une révision systématique du dossier original. Chaque témoignage fut relu, analysé pour des détails qui auraient pu être négligés en 1967 quand l'hypothèse d'un crime n'était pas privilégiée. Des incohérences mineures, ignorées à l'époque comme des imprécisions normales de mémoire, prenaient maintenant un relief nouveau. Le lieutenant Marie Kessler, jeune enquêtrice de 32 ans spécialisée en psychologie criminelle, fut chargée de reconstituer le profil psychologique de Marcel. Elle interrogea à nouveau Élise, désormais une femme de 66 ans, dont le visage portait les marques de décennies de chagrin non résolus. L'entretien eut lieu le 18 décembre, dans le salon d'Élise à Münster, la même maison où elle avait attendu en vain le retour de Marcel 27 ans auparavant. La lumière hivernale entrait pâlement par les fenêtres. Une photo de Marcel, prise quelques mois avant sa disparition, trônait sur la cheminée, le montrant en tenue de chasse, souriant légèrement, son fusil Vernet-Caron appuyé contre son épaule. « Madame Fontaine », commença doucement Kessler, « je sais que c'est extrêmement difficile, mais nous devons envisager que votre mari pourrait avoir été impliqué dans le meurtre de ses amis ?» l'interrompit Élise, sa voix tremblante mais claire. « Vous pensez que Marcel les a tués? C'est impossible, vous ne le connaissiez pas. Il était bon. » « Je ne doute pas qu'il était bon avec vous et vos enfants, » répondit Kessler. « Mais les personnes peuvent avoir des facettes cachées. Y avait-il eu des tensions avec les autres chasseurs? Des conflits, même mineurs, que vous auriez remarqués ?» Élise ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire. « Non, enfin, André et Marcel avaient eu un désaccord quelques mois avant, en été, à propos d'argent, je crois. Marcel lui avait prêté de l'argent pour le magasin et André tardait à rembourser. Mais c'était résolu, du moins c'est ce que Marcel m'avait dit. Cette information n'apparaissait pas dans le dossier original. Kessler nota soigneusement. Un conflit financier, même apparemment résolu, pouvait être un motif, surtout si des ressentiments avaient couvé sous une surface de normalité. Les enquêteurs creusèrent cette piste. Les archives bancaires de 1967 furent exhumées. Effectivement, en juin de cette année, Marcel avait retiré 1000 francs de son compte d'épargne, une somme importante représentant plus de 2 mois de salaire. Aucun dépôt correspondant n'apparaissait sur le compte d'André, ce qui suggérait soit un prêt en espèces, soit un usage différent de cet argent. Thomas Fontaine, maintenant âgé de 47 ans, fut interrogé le 20 décembre. Il reçut les enquêteurs dans sa maison de Colmar, où il vivait avec son épouse Christine et leurs 2 enfants adultes.
L'homme qui s'assit face au capitaine Dumas était physiquement imposant, ressemblant fortement à Marcel selon les photos. Mais son visage était marqué par une tristesse résignée. « Mon père n'était pas un tueur », dit-il fermement. « Je refuse de croire ça. Vous avez trouvé 3 corps et son fusil. Ça ne prouve rien. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans cette forêt. Nous explorons toutes les possibilités, » assura Dumas. « Mais vous devez comprendre que la disposition des preuves suggère fortement. » « Je m'en fiche de ce que les preuves suggèrent. » Thomas haussa la voix, puis se reprit, respirant profondément. « Désolé, c'est juste. Pendant 27 ans, j'ai vécu avec l'idée que mon père était mort dans un accident tragique. Maintenant, vous me dites qu'il était un meurtrier? Comment suis-je censé accepter ça ?» Dumas comprenait la détresse. Mais son travail n'était pas de ménager les sentiments, c'était de trouver la vérité. « Parlez-moi de la relation entre votre père et les autres hommes. Henri Lavigne, par exemple. Il était le plus récent dans le groupe. Votre père l'aimait bien. » Thomas réfléchit. « Henri, papa ne parlait pas beaucoup de lui. Maintenant que j'y pense, c'est étrange. Il parlait souvent de Claude, d'André, de leurs aventures de chasse. Mais Henri, c'était comme s'il était transparent. Juste là, mais pas vraiment important. » Cette observation ouvrait une autre piste. Peut-être que Henri, le dernier arrivé, avait découvert quelque chose sur Marcel, un secret que les autres ignoraient ou toléraient. L'équipe décida d'interroger les anciens collègues d'Henri Lavigne au lycée de Colmar. Beaucoup avaient pris leur retraite ou déménagé, mais quelques-uns étaient encore joignables. Madame Françoise Schaeffer, 81 ans, ancienne professeure de français qui avait travaillé avec Henri, reçut le lieutenant Kessler dans sa maison de retraite à Strasbourg, le 22 décembre. Henri était un homme discret, se souvenait-elle, sa voix encore claire malgré l'âge. Très érudit, passionné par l'histoire locale, mais il y avait quelque chose, comment dire, il semblait porter un fardeau, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. « Chercher quoi ?» pressa Kessler. « Je ne sais pas exactement. Mais je me souviens qu'il posait souvent des questions sur les familles locales, leurs histoires, leurs secrets. Il consultait des archives municipales, des registres paroissiaux. Une fois, je l'ai entendu parler avec le bibliothécaire, mentionnant quelque chose sur des vérités cachées dans les généalogies familiales. Cette révélation était intrigante, mais frustrante par son imprécision. Que cherchait Henri? Et cela avait-il un lien avec sa mort? Les enquêteurs se tournèrent vers les archives municipales et paroissiales de Münster et des communes environnantes. Le travail était fastidieux, nécessitant de parcourir des registres poussiéreux remontant parfois au XIXe siècle. Mais le 28 décembre, une archiviste trouva quelque chose de pertinent. Dans un registre de baptême de 1887, elle découvrit une mention manuscrite concernant un enfant illégitime né d'une liaison scandaleuse entre un notable local et une servante. Le nom du notable, Alphonse Fontaine, arrière-grand-père de Marcel. Le nom de la servante, Marie Lavigne. La connexion frappait comme un coup de tonnerre. Henri Lavigne et Marcel Fontaine partageaient, sans le savoir peut-être, un ancêtre commun. Ils étaient cousins éloignés, liés par un secret familial vieux de 80 ans, au moment de leur rencontre. Mais pourquoi cela aurait-il importé au point de déclencher un meurtre? La société de 1967, bien qu'encore conservatrice, n'était plus celle du XIXe siècle. Un lien de parenté illégitime ancien n'était pas un motif de meurtre, à moins qu'il y ait autre chose. Quelque chose de plus immédiat, de plus dangereux. Le lieutenant Kessler eut une intuition. Elle demanda à consulter les archives testamentaires de la famille Fontaine. Ce qu'elle découvrit ouvrit une nouvelle dimension à l'affaire. En 1932, le grand-père de Marcel, Édouard Fontaine, avait rédigé un testament qui léguait la totalité de ses biens à ses descendants légitimes exclusivement. La formulation était explicite, excluant tout héritier né hors mariage. À sa mort en 1948, cet héritage incluait une propriété substantielle, des terres forestières, une maison familiale et des économies considérables.
Marcel avait hérité de tout cela en 1964, à la mort de son propre père. Mais si Henri avait découvert leur lien familial et décidé de contester l'héritage, même partiellement, cela aurait pu représenter une menace financière sérieuse pour Marcel. L'hypothèse prenait forme. Henri, passionné d'histoire locale et de généalogie, avait découvert le secret. Il l'avait peut-être mentionné à Marcel, peut-être naïvement, sans comprendre les implications. Marcel, voyant son statut et sa sécurité financière menacés, avait paniqué. Mais pourquoi tuer aussi Claude et André? Étaient-ils simplement des témoins? Ou y avait-il d'autres motivations? L'enquête se concentra sur les derniers jours avant le départ en chasse. Les enquêteurs interrogèrent tous ceux qui avaient vu ou parlé avec les 4 hommes dans la semaine précédant le 22 novembre 1967. Le facteur du village, maintenant retraité à 74 ans, se souvenait avoir livré une lettre recommandée à Marcel le 19 novembre. Elle venait d'un cabinet d'avocats de Strasbourg. Élise confirma avoir vu cette lettre. Marcel l'avait lue, était devenu pâle, puis l'avait mise dans sa poche sans explication. Elle ne l'avait jamais revue. Le cabinet d'avocats existait toujours. Contactés, ils trouvèrent dans leurs archives anciennes une copie de la correspondance. La lettre informait Marcel qu'un certain Henri Lavigne avait sollicité une consultation concernant des questions d'héritage familial complexe impliquant la lignée Fontaine. Les avocats demandaient à Marcel de les contacter pour clarifier certains points généalogiques. C'était le déclencheur. Henri, en tentant de régulariser ce qu'il voyait probablement comme une correction historique, avait signé son arrêt de mort et celui de ses compagnons. Mais une question cruciale demeurait: où était le corps de Marcel? Le capitaine Dumas prit une décision audacieuse le 2 janvier 1995. Il ordonna une fouille exhaustive de la zone forestière, élargie à un rayon de 5 km autour du site où les 3 corps avaient été trouvés. Avec l'hiver installé, les conditions étaient difficiles, mais l'urgence de clore l'affaire justifiait l'effort. Pendant près de 3 semaines, des équipes ratissèrent systématiquement la forêt. Ils utilisèrent des techniques modernes que l'enquête de 1967 n'avait pas. Détecteurs de métaux perfectionnés, chiens spécialisés, imagerie thermique pour identifier des anomalies dans le sol, même après tant d'années. Le 20 janvier, dans un secteur particulièrement dense, à environ 4 km du ravin où reposaient les 3 victimes, dans une direction opposée au campement abandonné, un détecteur de métal émit un signal fort et stable. L'équipe creusa avec précaution. À 2 mètres de profondeur, dans ce qui ressemblait à une ancienne fosse naturelle, agrandie artificiellement, ils trouvèrent le 4e squelette. À côté de lui, partiellement préservé dans la terre acide, des vêtements décomposés, une ceinture avec une boucle métallique gravée MF et un élément qui glaça les enquêteurs. Un couteau de chasse, la lame encore visible malgré la rouille, avec des traces sombres incrustées, qui furent rapidement identifiées comme des résidus de sang séché. L'analyse du squelette révéla quelque chose d'inattendu. Marcel Fontaine n'était pas mort de cause naturelle. Son crâne présentait une fracture nette à la tempe droite, compatible avec un coup violent d'objets contondants. Mais plus troublant encore, la disposition des os suggérait que le corps avait été enterré, pas simplement abandonné. Quelqu'un avait tué Marcel et l'avait enseveli avec un certain soin. Mais qui? L'équipe forensique travailla pendant des jours sur les restes. Le docteur Müller, malgré son expérience, avoua n'avoir jamais vu une affaire aussi complexe. « Nous avons 4 hommes morts », résuma-t-il lors d'une réunion. 3 visiblement assassinés violemment et un 4e également assassiné, mais enterré séparément. La chronologie des décès est impossible à établir avec précision après 27 ans. Le lieutenant Kessler proposa une nouvelle théorie. Et si Marcel n'était pas le seul impliqué? Et s'il y avait eu une confrontation entre les 4 et qu'à la fin, un survivant a tué Marcel puis disparu? Cette hypothèse était vertigineuse mais logique. Elle impliquait qu'un 5e acteur existait dans cette histoire, quelqu'un qui avait survécu aux événements de novembre 1967 et vécu pendant 27 ans avec ce secret.
Mais qui? Les recherches initiales avaient confirmé que seuls 4 hommes étaient partis en chasse. Aucun 5e véhicule n'avait été trouvé. Aucun témoin n'avait vu d'autres personnes. L'équipe revisita chaque détail du dossier original avec cette nouvelle perspective. Et c'est l'adjudant-chef Schneider, plongé dans les transcriptions d'interrogatoire de 1967, qui remarqua quelque chose que tout le monde avait manqué. Dans le témoignage d'Élise Fontaine datant du 26 novembre 1967, elle mentionnait que Marcel était revenu brièvement à la maison le vendredi matin, vers 7 heures, après avoir chargé sa voiture. Il avait oublié sa boussole et était rentré la chercher. Élise l'avait trouvé dans le garage, parlant avec quelqu'un. Elle n'avait pas vu qui, mais avait entendu des voix masculines. Quand elle avait demandé à Marcel, il avait dit que c'était juste un voisin qui passait. À l'époque, cela n'avait paru avoir aucune importance. Maintenant, cela changeait tout. Qui était ce voisin? Pourquoi parlait-il avec Marcel le matin même du départ? Les enquêteurs dressèrent une liste de tous les résidents de la rue où vivaient les Fontaines en 1967. La plupart étaient décédés ou avaient déménagé. Mais un nom attira l'attention. Robert Schumann, qui habitait 3 maisons plus loin. Robert Schumann avait été interrogé brièvement en 1967, comme tous les voisins. Son témoignage était minimal. Il n'avait rien vu d'inhabituel, ne connaissait pas bien Marcel, travaillait comme comptable à Colmar. Il avait déménagé du village en 1969. Les enquêteurs le localisèrent à Lyon, où il vivait depuis 25 ans, retraité, âgé maintenant de 73 ans. Le capitaine Dumas et le lieutenant Kessler prirent le train pour Lyon le 24 janvier. Robert Schumann habitait un modeste appartement dans le 6e arrondissement. Quand les gendarmes se présentèrent, son visage se vida de ses couleurs. Il les fit entrer sans un mot, comme s'il avait attendu ce moment pendant des décennies. Dans le salon encombré de livres et de souvenirs, Schumann s'assit lourdement dans un fauteuil usé. « Vous avez trouvé Marcel ?» dit-il simplement. Ce n'était pas une question. « Oui », confirma Dumas. « Et nous pensons que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est vraiment passé en novembre 1967. » Le vieil homme ferma les yeux. Quand il les rouvrit, des larmes silencieuses coulaient sur ses joues ridées. « J'ai attendu ce jour pendant 27 ans. D'une certaine manière, c'est un soulagement. » Et il commença à parler. Robert avait été le comptable discret de Marcel, qui lui confiait la gestion de certaines finances que sa famille ignorait. En novembre 1967, Marcel traversait des difficultés financières sérieuses. Il avait investi dans un projet immobilier qui avait mal tourné, perdant presque toutes ses économies. L'argent prêté à André n'était qu'une partie de pertes plus importantes. Quand Henri avait commencé à poser des questions sur l'héritage familial, Marcel avait paniqué. Non seulement il risquait de perdre sa fortune restante dans une contestation légale, mais cette contestation révélerait sa situation financière désastreuse, détruisant sa réputation et son mariage. Marcel avait confié ses craintes à Robert, son seul confident. Robert, lui-même endetté et dépendant de la discrétion de Marcel sur certaines irrégularités comptables qu'il avait commises, avait suggéré une solution terrible: éliminer le problème à sa source. « Je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment », murmura Robert, la voix brisée. « Je pensais juste... je ne sais pas ce que je pensais. Mais le matin du départ, Marcel est venu me voir. Il m'a dit qu'il allait régler le problème avec Henri. Il avait ce regard froid, déterminé. J'aurais dû l'arrêter, j'aurais dû prévenir quelqu'un. Mais il ne l'avait pas fait. Et 4 jours plus tard, Marcel était revenu, seul. C'était le 26 novembre au soir, très tard, presque minuit. Robert avait entendu frapper doucement à sa porte. Ouvrant, il avait trouvé Marcel couvert de boue, les vêtements déchirés, le visage hagard. Marcel était entré sans attendre d'invitation, s'était effondré sur le canapé et avait raconté l'horreur. Dans la forêt, le premier soir, Marcel avait attendu que tous dorment. Puis il avait frappé Henri avec une pierre, le tuant presque instantanément. Le bruit avait réveillé Claude et André. Ce qui suivit fut une lutte désespérée.
Marcel, plus fort et animé par l'adrénaline de la panique, avait réussi à les maîtriser et à les tuer également, utilisant tout ce qui lui tombait sous la main. Pierres, branches, finalement le couteau de chasse. Après, dans le silence terrible de la forêt nocturne, Marcel avait réalisé l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas expliquer l'absence des trois autres. Il ne pouvait pas vivre avec ce poids. Il avait demandé à Robert de l'aider, de lui trouver une fausse identité, de l'argent, un moyen de fuir. Mais Robert, terrifié, avait refusé. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que c'était de la folie. Nous nous sommes disputés violemment. Dans la lutte, Robert avait saisi une lampe de bronze lourde posée sur la table. Alors que Marcel s'approchait de lui, menaçant, Robert avait frappé. Une fois, sur le côté de la tête, Marcel s'était effondré. « Je pensais l'avoir juste assommé », sanglota Robert. « Mais après quelques minutes, j'ai vérifié son pouls. Il n'y en avait plus. Je l'avais tué. » Paniqué, Robert avait caché le corps de Marcel dans son garage pendant 2 jours, ne sachant quoi faire tandis que les recherches commençaient. Finalement, la nuit du 28 novembre, il avait chargé le corps dans sa propre voiture, était retourné dans la forêt et avait enterré Marcel loin du campement, espérant qu'il ne serait jamais trouvé. « Pendant 27 ans, j'ai vécu avec ça, » conclut Robert, « chaque jour me demandant quand vous viendriez. Je n'ai jamais pu dormir paisiblement. Je vois leur visage, tous les 4. Marcel ce matin-là me disant qu'il allait tout arranger. Je l'ai cru. J'aurais dû savoir qu'on ne peut pas arranger l'horreur par plus d'horreur. » Le silence dans l'appartement était total. Dumas et Kessler échangèrent un regard. L'affaire était résolue, mais la vérité était encore plus sombre qu'ils l'avaient imaginé. Robert Schumann fut arrêté pour homicide et dissimulation de cadavres. À son âge, et compte tenu des circonstances, la question de sa capacité à subir un procès se posa, mais la justice devait suivre son cours. Le procès de Robert Schumann débuta en septembre 1995, 9 mois après sa confession. La salle d'audience du tribunal de grande instance de Colmar était bondée. Les familles des victimes, la presse régionale et nationale, les curieux attirés par cette affaire qui avait hanté l'Alsace pendant près de 3 décennies, tous voulaient voir le dénouement. Robert, diminué physiquement mais mentalement lucide, plaida coupable. Son avocat, maître Jean-Pierre Werner, ne nia pas les faits mais plaida les circonstances atténuantes. La légitime défense lors de la confrontation avec Marcel, l'âge avancé de l'accusé, les 27 années de tourments psychologiques qu'il avait endurés. Le procureur, Madame Sylvie Hartmann, présenta méthodiquement la chronologie des événements tels que reconstitués par l'enquête. Marcel Fontaine, acculé par des problèmes financiers et la menace d'Henri Lavigne sur son héritage, avait prémédité le meurtre d'Henri. La mort de Claude Mercier et André Gauthier, bien que probablement non planifiée, résultait de la même violence. Robert Schumann, en acceptant de garder le silence et en aidant passivement Marcel, s'était rendu complice. Son meurtre de Marcel, même en légitime défense, avait été suivi de 27 ans de dissimulation active. Les témoignages furent déchirants. Élise Fontaine, maintenant âgée de 67 ans, monta à la barre. Sa voix tremblait mais restait claire. « Pendant 27 ans, j'ai pleuré Marcel comme une victime. J'ai élevé mes enfants en leur parlant de leur père comme d'un héros disparu tragiquement. Maintenant, je dois accepter qu'il était un meurtrier. Cette vérité détruit non seulement son souvenir, mais également notre histoire familiale entière. Comment puis-je expliquer à mes petits-enfants que leur grand-père, dont ils portent le nom avec fierté, a tué 3 hommes innocents ?» Thomas Fontaine refusa de témoigner. Il assista au procès en silence, le visage fermé, les mains serrées. Après la révélation, il avait changé son nom de famille et celui de ses enfants. Une démarche légale complexe, mais qu'il jugeait nécessaire pour se distancier de l'héritage toxique de Marcel. Marguerite Gauthier, 73 ans, témoigna avec une dignité brisée. André était un bonhomme. Il ne méritait pas de mourir comme un animal dans cette forêt. Pendant toutes ces années, j'ai imaginé qu'il avait eu un accident, qu'il était mort rapidement, sans souffrir. Maintenant, je sais qu'il a vu Marcel, son ami, devenir son assassin.
Cette trahison est pire que la mort elle-même. Paulette Mercier, la sœur de Claude, lut une lettre qu'elle avait préparée, trop émue pour parler directement. Mon frère était médecin. Il consacrait sa vie à soigner, à aider. Il faisait confiance aux gens. Cette confiance l'a tué. Marcel l'a trahi de la manière la plus absolue. Je ne peux pas pardonner, même après 27 ans. La famille d'Henri Lavigne, plus distante émotionnellement après tant de temps, envoya un représentant qui lut un court communiqué demandant que justice soit rendue. L'aspect le plus troublant du procès fut la psychanalyse de Marcel Fontaine par les experts psychiatriques. Le docteur Philippe Roussel, psychiatre spécialisé en comportement criminel, présenta son analyse. Marcel Fontaine représente un cas fascinant et terrifiant de dissociation entre image publique et réalité privée. Extérieurement, il incarnait la respectabilité. Père de famille, travailleur consciencieux, ami fidèle. Intérieurement, il était rongé par l'anxiété financière et l'orgueil. Quand Henri Lavigne menaça son statut, Marcel n'a pas cherché de solution légale ou rationnelle. Il a immédiatement opté pour la violence létale. Ceci suggère un narcissisme pathologique où le maintien de l'image prend le dessus sur toute moralité. Le verdict tomba le 23 octobre 1995. Robert Schumann fut reconnu coupable d'homicide volontaire avec circonstances atténuantes et de dissimulation de cadavre. Compte tenu de son âge, de son état de santé et des circonstances exceptionnelles, il fut condamné à 8 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. La sentence fut accueillie avec des réactions mitigées. Certains la jugeaient trop clémente, d'autres comprenaient que Robert, bien que coupable, était également une victime indirecte de la folie de Marcel. Robert Schumann mourut en prison en 1998, 3 ans après sa condamnation, emporté par une crise cardiaque. Il avait 76 ans. Jusqu'à la fin, il répéta qu'il était soulagé que la vérité soit enfin connue. Les corps des 4 hommes reçurent finalement des sépultures dignes. Marcel fut enterré à l'écart dans le cimetière de Münster. Sa tombe marquée simplement de son nom et de ses dates, sans épitaphe. Élise refusa d'assister à l'enterrement. Les 3 victimes, Claude Mercier, André Gauthier et Henri Lavigne, furent enterrés côte à côte dans le cimetière, leurs tombes ornées de plaques rappelant qu'ils étaient disparus tragiquement en 1967 et retrouvés en 1994. Une cérémonie commémorative eut lieu en novembre 1995, 28 ans jour pour jour après la disparition. Les familles, les autorités locales et une grande partie de la communauté de Münster se rassemblèrent dans l'église. Le curé parla de pardon, de mémoire et de la difficulté de comprendre les abîmes de l'âme humaine. La plaque commémorative sur la mairie fut modifiée. Elle mentionne maintenant Claude Mercier, André Gauthier, Henri Lavigne, disparus et assassinés en novembre 1967. Que leur mémoire soit honorée et que la vérité, bien que terrible, apporte la paix. Le fusil rouillé de Marcel, l'objet qui avait déclenché la résolution de l'affaire, fut placé dans les archives de la gendarmerie de Colmar comme pièce historique. Il rappelle que même après 27 ans, même enseveli sous des mètres de terre et de silence, la vérité peut refaire surface. L'affaire laissa des cicatrices profondes dans la communauté de Münster et l'Alsace. Elle devint un cas d'étude en criminologie, analysé dans les académies de police et les universités. Elle illustre comment la pression sociale, la fierté mal placée et les secrets financiers peuvent transformer un homme ordinaire en meurtrier. Pour les familles, le chemin vers l'acceptation fut long et douloureux. Élise Fontaine vécut encore 15 ans après le procès, décédant paisiblement en 2010 à l'âge de 82 ans. Elle ne reparla jamais publiquement de Marcel, mais des proches racontèrent qu'elle avait trouvé une certaine paix dans les dernières années après avoir fait un travail thérapeutique intense pour séparer l'homme qu'elle avait aimé du monstre qu'il était devenu. Thomas, sous son nouveau nom, construisit une vie stable pour sa famille. Il refusa toujours de donner des interviews, protégeant farouchement sa vie privée et celle de ses enfants des curiosités morbides que l'affaire continuait de générer.
Sophie Fontaine, qui avait fui à Paris pour échapper au poids de l'histoire, revint occasionnellement en Alsace pour visiter la tombe de sa mère. Elle écrivit, sous pseudonyme, un mémoire sur son expérience intitulé « Fille d'un fantôme, fille d'un meurtrier », publié en 2003. Le livre offrait une perspective rare sur ce que signifie découvrir, des décennies plus tard, que le parent idolâtré était capable du pire. La forêt des Vosges, elle, resta impassible. Les arbres continuèrent de croître, les saisons de passer, la vie sauvage de prospérer. Le lieu exact où les 4 hommes moururent ne fut jamais marqué officiellement, respectant le désir des familles de ne pas créer un site macabre attirant les curieux. Seuls ceux qui connaissent les coordonnées précises peuvent le localiser, et ils gardent cette information discrètement. Des randonneurs passent régulièrement à proximité, ignorant de l'horreur qui s'est déroulée là il y a des décennies. La forêt a repris ses droits, recouvrant de mousse et de feuilles les endroits où le sang a été versé. C'est peut-être mieux ainsi. Certains endroits portent des histoires trop lourdes pour être constamment rappelées. L'affaire des 4 chasseurs disparus reste, jusqu'à ce jour, l'un des cas criminels les plus complexes et troublants de l'histoire judiciaire alsacienne. Elle rappelle que derrière chaque disparition inexpliquée peuvent se cacher des vérités que personne n'aurait imaginées. Elle enseigne que la confiance peut être trahie de la manière la plus brutale, que les apparences les plus respectables peuvent masquer des âmes corrompues, et que la justice, même tardive, finit parfois par s'imposer. 27 ans séparent le crime de sa résolution. 27 années pendant lesquelles les victimes n'ont eu ni voix ni sépulture. 27 années pendant lesquelles un meurtrier a été pleuré comme une victime. 27 années pendant lesquelles un complice a vécu avec son secret. Mais un fusil rouillé, émergeant de la terre comme un doigt accusateur, a finalement pointé vers la vérité. Et cette vérité, aussi sombre soit-elle, a permis aux vivants de commencer enfin à faire leur deuil véritablement. Cette affaire nous montre comment les secrets, même enterrés profondément, finissent par refaire surface. Elle révèle que la confiance entre amis peut cacher des abîmes insoupçonnés, que la pression sociale et la peur peuvent transformer un homme ordinaire en meurtrier, et que la nature elle-même, à travers une tempête violente, peut devenir l'instrument de la justice après des décennies de silence. Qu'en pensez-vous? Avez-vous perçu les signes subtils tout au long de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête approfondie vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également aux mystères criminels résolus contre toute attente.